On a encore été très gâtés aujourd'hui, avec la première grosse bataille, disons, pour le budget 2026 qui s'est tenue à la Commission des Finances. Oh, c'était quelque chose. On a eu droit à un petit florilège d'informations, de tentatives de vote d'amendements par-ci par-là. Je vous propose donc de regarder un peu les informations qui m'ont le plus intrigué, surprise, parfois même révulsé, comme celle-ci, avec un amendement qui proposerait de supprimer tout simplement les PER, parce que ça serait apparemment une forme de capitalisation déguisée. Donc le pied est bien dans la porte, mais ce n'est pas forcément la porte que certains souhaiteraient. Nous, cette porte de la capitalisation, on veut la fermer et la verrouiller. Et Pourquoi ? Quelle est la motivation derrière ? pour cela, on vous propose cet amendement pour supprimer les plans épargne retraite, qui sont une forme de capitalisation déguisée, qui bénéficient particulièrement aux plus aisés, puisque vous avez 34% des cadres qui en bénéficient, 48% des professions libérales, et de l'autre côté de l'échelle, seulement 10% des employés et des ouvriers. Donc on estime que l'État n'a pas à favoriser fiscalement des dispositifs qui contrecarrent le régime général des retraites et qui coûtent quand même 1,2 milliard. Alors, on va commencer par la fin. Non, ça ne coûte pas 1,2 milliard. Ne pas payer d'impôts, ce n'est pas un coût. Avoir une exonération fiscale, ce n'est pas un coût. Ce n'est pas une subvention de l'État. Tu gardes ton argent, en fait. Si on divise ton salaire par 2, ça veut pas dire que t'as dépensé la moitié de ton salaire. Ensuite, sur l'aspect, ça favorise les riches. Est-ce qu'en dessous d'un certain capital, tu es interdit d'ouvrir un PER ? Pas que je sache. Il me semble que le PER est un support ouvert à tout le monde. Est-ce que le problème ne vient pas de la déresponsabilisation excessive des citoyens par rapport à la problématique de la retraite ? Étant donné que c'est notre très cher État qui s'en occupe, avec des résultats qu'on sait catastrophiques. Est-ce que le problème ne vient pas de la possibilité de l'alimenter, ce PER ? Parce qu'un intermédiaire vient piquer près de la moitié du salaire des gens, dont une partie non négligeable pour financer les retraites. Est-ce qu'il n'y a pas une petite piste à ce niveau-là ? La bonne nouvelle, c'est que cet amendement n'est pas passé. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y en a un autre qui est passé qui fait que c'est tout comme si on avait supprimé les PER. Amendement qui propose donc que les PER soient automatiquement dissous au moment de la liquidation des droits à la retraite. Le 541, groupe socialiste. Oui, merci Monsieur le Président. L'amendement de ma collègue Christine Pires-Beaune qui vise à mettre fin à ce qui est aujourd'hui un outil massif de optimisation fiscale, les PER. Vous pouvez ne pas décaisser et donc ne pas dissoudre votre PER alors que vous êtes à la retraite. Celui-ci, quand vous décédez, est transmis à vos enfants sans aucune forme d'impôt. Et donc nous souhaitons faire en sorte que ce PER soit automatiquement dissous au moment de la liquidation des droits à la retraite. Plan épargne retraite, c'est pour épargner pour sa retraite, c'est pas pour faire un héritage pour ses enfants. Nous proposons donc que ce plan épargne retraite soit liquidé. Ce qui veut dire que dès que vous atteignez l'âge de la retraite, on vous demande de liquider complètement votre PER, quel que soit l'état éventuel dans lequel il est. Si on est en pleine crise, vous n'avez même pas le droit d'attendre que ça remonte un peu. Il n'y a plus possibilité de le conserver ouvert pour générer du revenu tous les mois. Toute la somme qui est dessus rentrerait sur votre compte, ce qui serait donc taxé comme du revenu. Si vous avez réussi à constituer un PER de 300 000 €, ça fait à peu près 41% de taxé. Et si en plus vous avez l'outrecuidance de le replacer en bourse après pour toucher des dividendes, c'est la double peine, vous payez aussi la flat tax après. Et quand vous mourrez, évidemment, vous payez l'héritage. Vive la France ! Si cet amendement finit voté dans le budget final, n'ouvrez pas de PER, s'il vous plaît. Faudrait que je fasse les calculs pour savoir exactement combien c'est. Mais comme ça, à la louche, au-delà de 50 000 €, la taxation sur le revenu devient plus désavantageuse que l'exonération d'impôt que ça vous procure. Donc, dommage, enfin... ça aurait été plus simple de le supprimer, du coup. Et je dirais même, en fait, si cet amendement passe, faites attention à votre PEA, à votre assurance vie. Ça sera sûrement la prochaine étape. Donc là, on a eu droit à 2 propositions catastrophiques de la part de la gauche. Ça serait dommage de laisser la droite en dehors des débats quand même. Parce que manifestement, ça plaît pas trop au RN que les gens aient envie de se barrer de la France. Donc par la voix du monsieur économie du RN, Jean-Philippe Tanguy, le parti soutiendrait un amendement de LFI sur l'impôt universel ciblé, qui est exactement ce que font les États-Unis, où tu as une espèce de taxe sur le passeport en quelque sorte. Parce qu'apparemment, il faut être patriote fiscalement. Généralement, quand tu fuis un pays, c'est précisément parce que la politique appliquée te déplaît. Mais bon, apparemment, gauche comme droite sont pas très fans de l'idée du choix et de la liberté, donc tant pis.
Oui, merci Monsieur le Président. Écoutez, on soutiendra cet amendement parce que pendant des années, on nous a expliqué que c'était pas possible l'impôt universel à cause des conventions. Puis maintenant, on nous explique que les conventions sont restrictives. Il faut quand même pas le voter. Bon, donc moi je trouve que c'est un article pour le coup, un amendement pardon qui n'est pas idéologique, qui est pertinent et de notre point de vue, la priorité nationale évidemment impose des droits, mais elle impose aussi des devoirs. Et ne concerne pas seulement la question des allocations familiales ou des droits sociaux. La priorité nationale, c'est un ensemble de droits et de devoirs, et donc dans toute logique, les plus favorisés n'ont pas à se soustraire de manière immorale à l'impôt dû à la société française. Qu'en est-il de la moralité de l'État français, Jean-Philippe? Est-ce qu'on a vraiment l'impression que l'État français est en droit, en position de demander quoi que ce soit de ses citoyens? Et puisqu'il a évoqué un peu au début la notion de faisabilité, comment se fait-il que les États-Unis arrivent à faire respecter ça? Ils ont un petit atout, qui s'effrite énormément en ce moment, mais en tout cas jusqu'à maintenant un petit atout, qui s'appelle le dollar, qui jusqu'à maintenant était la monnaie de réserve mondiale, avait le monopole sur les échanges de pétrole. Donc si tu voulais acheter du pétrole, t'étais obligé de passer par les États-Unis en quelque sorte. En échange de ce mélange entre soft et hard power, on va dire medium power, les États-Unis se réservaient le droit de t'imposer, de taxer ses citoyens, même s'ils vivaient sur ton territoire. Est-ce que la France, est-ce que l'Europe en globalité, est capable d'imposer ça? J'en doute. Et tant mieux. Ces vilains socialistes ne valent pas beaucoup mieux qu'LFI. Et puisqu'on est sur une si belle lancée de la droite française, en plus toujours sur le thème de l'exil fiscal, cette fois c'est un député LR qui défend l'amendement de réintroduction de l'exit tax telle qu'elle existait avant 2019. Oui, je présente l'amendement de notre collègue Fabrice Vrin qu'il défend depuis de nombreuses années, qui a été adopté en commission les années précédentes, mais non retenu dans le texte 49.3. L'idée, effectivement, c'est de revenir, comme cela a été dit, sur la formulation de l'exit tax de 2012, mise en place par les gouvernements Sarkozy-Fillon. L'idée, effectivement, c'est de lutter contre l'évasion fiscale. Le principe consiste à taxer un contribuable qui, effectivement, transfère son domicile fiscal en France. Aujourd'hui, effectivement, il est exonéré de cette taxe s'il conserve seulement 2 ans ses actions, ses parts. On veut rétablir la durée à 15 ans. Évidemment, si au bout de 15 ans, il les a vendus, il sera restitué de cette nouvelle taxe. Le principe de cette taxe, effectivement, quand on réussit en France, quand on réussit grâce à la France, on doit payer ses impôts en France et ce seront des recettes bénéfiques pour l'État. Quand tu réussis en France, ce n'est pas grâce à la France, c'est malgré la France. De quel droit, de quelle légitimité ces gratte-papiers décideraient de priver quelqu'un de quelque chose qu'il a construit, son patrimoine? Parce que l'exit tax c'est bien mignon, mais ça a exactement le même problème que la taxe Zuckman ou n'importe quelle taxe sur le patrimoine. Dès que tu veux commencer à taxer de la plus-value non réalisée, c'est complètement débile. Et un défaut supplémentaire que l'exit tax a par rapport à la taxe Zuckman, c'est que là tu donnes un calendrier aux gens pour qu'ils s'en aillent. Tu leur dis ok à partir de cette date-là, ça sera beaucoup plus punitif de partir, barre-toi maintenant. C'est complètement débile. Bon, et puisque j'en reparle, cette fois une bonne nouvelle, mais ils ont essayé de repasser encore une fois la taxe Zuckman, et ça a été rejeté. Très bien, bravo. En plus, Eric, il était pas content du tout, c'était parfait. Et pour rester sur la question du patrimoine, quoi d'autre que des augmentations d'impôts, cette fois sur la transmission des entreprises, pour compliquer encore plus le processus et le rendre plus cher. L'idée, c'est de circonscrire le Dutreil aux actifs professionnels, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Surtout pour les holdings animatrices. Une holding animatrice bénéficie du Dutreil pour 100% des actifs qu'elle contient, quand bien même seuls 51% des actifs seraient affectés à l'activité professionnelle, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des actifs patrimoniaux, des immobilisations, des œuvres d'art, du mobilier, etc. etc. Nous pensons qu'il faut corriger cette chose parce que sinon, évidemment, ça permet aux holdings animatrices de passer tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec l'exercice professionnel. D'accord, mais au-delà de la caricature, il y a la trésorerie excédentaire, il y a les placements financiers, il y a une partie de l'immobilier. Ça s'attaque aussi directement aux PME. Enfin, dans certains cas, ça voudra dire que l'entreprise familiale ne pourra pas être transmise. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait dans ces cas-là de cette entreprise? On la ferme? Qu'est-ce qu'on en fait des employés? On les licencie? On essaye de supprimer ou on rend un mécanisme d'émancipation de l'État désuet, complètement risible. On désincite un maximum, je dirais même on punit les gens qui veulent fuir l'ogre qui nous sert d'État, dans les deux cas particulièrement les entrepreneurs qui ont du succès, et quand t'es forcé de rester et que malgré ça t'arrives à t'en sortir, à créer quelque chose, à créer de l'emploi, il faut que tu comptes tes sous jusqu'au dernier centime, que tu fasses super attention à ta trésorerie,
que tu fasses bien attention de pas trop acheter d'immobilier pour pas que tes efforts partent en fumée. Qu'est-ce que c'est que ce pays de cons? Aucun de ces trucs n'est encore voté officiellement. Mais merde, comment quelconque de ces propositions passe le seuil de la porte, soit prononcé, et non seulement n'est pas ridiculisé à l'instant où ça sort de la bouche du mec qui la propose, mais en plus certaines d'entre elles sont votées pour être présentées devant l'Assemblée nationale. Franchement, je vais vous le dire, dans un pays communiste. Et encore une fois, dans tous les cas, le mot diminution n'existe pas. Réduire, baisser. Si remarque, ils réduisent un avantage fiscal. Bien joué, ils ont appris un mot. Maintenant, il faut l'appliquer aux impôts et aux dépenses. Vous êtes sur la bonne voie, on croit... Non, on croit pas en vous. Mais allez, vous pouvez le faire. Bon, et puisque la commission des finances est présidée par Saint Éric, il n'est pas encore canonisé, mais il faudrait. Et puisqu'ils ont parlé de la taxe Zuckman, Éric n'a pas pu s'empêcher de balancer encore une fois l'énorme mensonge issu de l'étude de l'IPP par rapport aux 2% d'impôt sur le revenu que paieraient les riches. Il est même pas foutu de lire une étude correctement, ce mec. C'est très très fort d'être aussi mauvais. On a eu droit aussi à un petit passage de François Ruffin, c'est vrai qu'il n'y avait pas assez de gauchistes dans cette salle pour augmenter la flat tax. Bon, pourquoi pas, hein, vas-y, on n'est plus à ça près. On est déjà 38e sur 38 dans le classement des pays de l'OCDE en termes de fiscalité. On est premier en partant de la fin, je pense que c'est comme ça qu'il résonne. Avec un énorme score de 38e sur 38 pour ce qui est de la taxation des entreprises, à la surprise d'exactement personne. Je vais télécharger Duolingo et commencer à apprendre l'estonien, je pense. Un autre graphique qui est sûrement plus parlant, hein, donc voilà, premier en partant de la fin. Mais heureusement, comme on a pu le voir ce week-end, notre argent est très 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 bien utilisé. Donc on peut se rassurer avec ça, au moins c'est bien. Mais voilà, j'ai fait le tour du petit florilège laxatif de la journée. Je n'espère plus rien, donc je vais même pas dire que j'espère que ça passera pas à l'Assemblée nationale. Mais bon, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, vivement la faillite, et à la prochaine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.